Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui un acteur que vous avez probablement découvert pour ses talents musicaux dans The Voice en 2016. Il était de retour pour la version All Stars en 2021 et nous le recevons aujourd'hui car il fait ses premiers pas éclatants au cinéma dans le film Ténor de Claude Zidi Jr. avec Michel Larocque. Merci MB14 d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Ça nous fait très plaisir. Je vais te présenter les clapeuses qui vont aussi Clapeuses. Ah, il y a des noms de. Ah, il y a des noms. C'est une marque, c'est une marque. C'est une marque déposée. Ah ouais. Attention. Les clapeurs. Vous pouvez trouver, tu sais, les mini figurines de clapeurs dans les magasins. Ouais, il y a un nom de groupe à faire. Les clapeurs en concert à l'Olympia, le 17 au 23 novembre. Ah, mais en plus, il y a peut-être des talents là-bas. Et justement, notre première clapeuse est une productrice qui t'avait déjà rencontré, MB, au cours d'un documentaire qu'elle a réalisé sur le beatboxing. Et aujourd'hui, on est à deux doigts de lui demander un défi de beatbox face à toi. C'est Elsa Morel. C'était où? Je t'avais fait au Grand Beatbox Battle de 2017. T'étais là au GBB? Ouais, Mais non. Si, oui. Truc de ouf. Et du coup, depuis, j'ai été championne du monde. Mais je ferai pas de démonstration par contre. Oh, c'est dommage. Attendez. C'était dans le cadre. Oh! Et voilà. Allez, c'est bon. Mais en vrai, si tu le cales en boucle. Voilà, il y a une loupe à faire. Cette seconde clapeuse qui, du coup, bon, elle ne t'a pas rencontré. C'est la première fois. C'est une journaliste. Comment ça, tu m'as pas rencontré? Moi, tu m'as rencontré. Si, bien sûr. Je me souviens juste pas. C'est une journaliste à qui Ténor a donné envie de s'inscrire comme chanteuse d'opéra. Elle a voulu essayer l'exercice de la paille dans le verre d'eau, mais elle a failli se noyer en le faisant. C'est Julia Solence. Je le referai plus celui-là, parce que non. Je vais faire confiance à mes talents. À tes talents. Ouais. L'exercice de la paille, c'est donc une séquence dans Ténor qui est très drôle avec Michel Larocque qui joue donc ta coach qui va t'apprendre ce métier-là dans l'opéra. Et donc Ténor, je lui dis, c'est ton premier film, premier film au cinéma. T'as toujours eu cette envie de te lancer dans le cinéma? Ça vient depuis un moment? Alors je dirais pas depuis que je suis un nourrisson non plus, mais c'est vrai que dès l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à regarder des films et à vraiment être fasciné par la réalisation, le jeu d'acteur, l'histoire, enfin le fait de jouer à être quelqu'un d'autre. Et en sachant que moi depuis tout petit, j'ai toujours été là à faire des bruits, des voix, des imitations. J'ai toujours été très expressif au niveau vocal et même un peu agité toujours, tu vois. Et en fait, c'est en troisième que ma prof de français, voyant que j'étais toujours très bavard et j'étais un élève gentil mais tout le temps en train de parler. Et elle m'a dit, tu devrais faire du théâtre pour te canaliser. Du coup, je l'ai écouté et j'ai essayé de m'inscrire en seconde, mais je m'y suis pris trop tard. L'atelier était déjà complet. Et c'est en première littéraire, je me suis inscrit en option théâtre au lycée à Branly, à Amiens. D'accord. Et du coup, le jour où j'ai mis les pieds sur une scène de théâtre, le mercredi après-midi, premier cours, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Je me suis dit, c'est là que je veux être, quoi. D'accord. Sur scène, tu vois. Et ce qui fait que, depuis ce moment-là, j'ai rêvé de cinéma tous les jours, quoi. Depuis, ça fait 13 ans, quoi. 13 ans plus tard, j'ai eu la chance de tourner c'est Ténor. fou parce que c'est un premier rôle premier rôle au cinéma avec un premier rôle dans un film. Ah oui, je pouvais vraiment pas rêver mieux. C'est-à-dire que vraiment, ça fait des années. Tu sais, imagine, t'as un mec qui rêve de devenir footballeur professionnel, ce qui a été mon cas aussi. Mais j'étais nul au foot, nul. Tu sais, j'étais en équipe. Donc c'était pas les ligaments croisés là. Non, c'était de la nullité croisée. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, j'étais claqué au foot. Mais j'adorais ça. Genre, je jouais au foot à la PlayStation, je jouais au foot dehors, je rêvais foot, j'avais des posters de foot, vraiment. Mais à un moment, je me suis rendu à l'évidence que c'était pas pour moi. Et donc, c'est l'art qui a pris la place. C'est ça, tu vois, le théâtre, la musique, etc. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, c'est vraiment, imagine qu'un mec il veut devenir pro un jour, et puis qu'on le sélectionne en équipe première avec les pros pour jouer au Parc des Princes. C'est vraiment ce qui est en train de m'arriver là. C'est un truc de fou, et du coup, je suis tellement content, surtout que je pouvais pas rêver mieux dans le sens où c'est un rôle musical aussi. Et moi, ça fait des années que je pratique la musique, que c'est mon métier, donc le fait que ce soit la musique, je fais un gros détour, c'est la musique qui m'a ramené au cinéma.
C'est vraiment une bénédiction, quoi. Ouais, c'est une bonne symbolique. Je vais laisser justement Julia résumer le ténor pour les auditeurs. Oui, eh bien, Ténor raconte l'histoire d'Antoine, un jeune homme qui est passionné par la musique et le rap aussi en particulier. Ouais. Mais il vit en banlieue, il a une situation familiale assez compliquée, il n'aime pas forcément les études aussi qu'il fait. Même pendant son temps libre, il est vendeur de sushis pour gagner un peu d'argent. Ah, on essaye. Mais un jour, son destin va croiser celui de Madame Loiseau, une professeure de chant à l'Opéra Garnier. Et incarné par Michel Larocque. Exactement, incarné par Michel Larocque. Et pendant le film, entre amitié, complicité et talent, la vie d'Antoine va changer à jamais. Ouais. Tout à fait. Donc tu partages l'écran avec Michel Larocque justement. Est-ce qu'elle t'a un peu prise sous son aile comme dans Ténor pour t'aiguiller sur le tournage? On peut dire ça dans le sens où voilà, c'est Michel Larocque, je crois qu'il n'y a pas besoin de la présenter, elle a une carrière de fou, des récompenses, c'est vraiment c'est une grande dame du cinéma français et le truc c'est que j'ai pas ressenti ce truc de je suis une grande actrice et toi tu es un novice, tu vois, jamais elle a été comme ça là. Dès le premier jour, même déjà pendant les répètes, elle était très simple, très gentille, bienveillante, à donner des conseils, à mettre à l'aise, à faire des petites blagues, même parce qu'il faut savoir j'ai pas besoin de l'apprendre, mais elle joue de ouf. Vraiment, elle joue de ouf. Et moi, elle me faisait des phases comme ça des fois pendant les répètes. Tu sais, elle me faisait des attitudes, des regards, des trucs, mais juste pour me déstabiliser un peu, tu vois. Et ce qui fait que ça a mis il y avait une bonne entente pendant les répètes et sur le tournage du coup. Et dès le premier jour, elle me donnait des conseils. Il y avait une complicité qui s'est installée, quoi. Et en plus, du coup, on va dire il y a un peu la fiction qui a rejoint la réalité dans le sens où on développe une complicité dans l'histoire. Mais c'est ce qui s'est passé aussi en vrai, c'est que maintenant on s'envoie des messages. Elle m'a invité sur une avant-première qu'elle a faite pour son film Alors on danse. Voilà, elle m'a invité même à une masterclass qu'elle avait donnée à Paris. Tu vois, là on est en pleine tournée d'avant-première et de promo et du coup on passe beaucoup de temps ensemble et on discute et on apprend à se connaître. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup et qui est admirable autant du point de vue artistique que du point de vue humain, parce qu'elle a vraiment des valeurs que j'aime beaucoup. Et enfin voilà, on s'est bien trouvé. C'est peut-être parce qu'on est Gémeaux tous les deux. C'est sensible, hein. C'est l'astro. Elle est du 15 juin et moi je suis du 19 juin. Ah oui, donc je sais pas, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être même des camps, j'imagine. Ouais, peut-être. Mais c'est donc dans le film, elle est ta coach d'opéra et elle t'apprend du coup tout ce milieu-là que tu ne connaissais pas. Et tu as eu un autre coach qui a cette même passion, donc c'est Florent Pagny dans The Voice, c'est ça? Qui n'était pas ton premier coach en 2016, c'est ça? Qu'il a été en 2021. En fait, c'est ça qui est drôle d'ailleurs dans cette histoire, c'est que c'est le seul qui s'est pas retourné en 2016. C'était ce qui s'était retourné, c'était Zazie, Mika et Garou. Donc j'ai été chez Zazie, puis ensuite Mika jusqu'à la finale. Et là, pendant les All Stars, il y avait 5 coachs. Le seul qui s'est pas retourné, le seul qui s'est retourné, c'est Florent Pagny. Ah oui, donc c'est un beau signe. Et du coup, est-ce que parce que j'imagine que tu étais en contact même avant du coup cette version 2021, est-ce que vous avez un peu parlé de Ténor On n'était pas en contact. Hein, vous n'étiez pas. En fait, moi, la seule fois où je l'avais vu, c'était à l'époque de The Voice en 2016, mais après moi je l'ai pas revu pendant des années, tu vois, on n'est pas potes avec les coachs. Il y en a qui développent une amitié, tu vois, tu peux avoir par exemple Vianney avec Mentissa ou Garou à une époque avec Antoine. Enfin, il y a plein de coachs, Florent Pagny avec Ancilla. Il y a des coachs comme ça qui tissent un vrai lien d'amitié avec leur talent. Moi, c'était pas mon cas forcément, tu vois, puis c'est pas grave. Mais par contre, c'est vrai que pendant les All Stars, donc j'ai eu la chance que Florent Pagny me choisisse et on s'est bien entendu. Franchement, on s'est bien entendu. Et là où je trouve ça classe, c'est que après la finale, donc déjà, franchement, on avait un bon rapport pendant l'émission. Et après la finale, genre, je sais pas, 4-5 jours après, moi je suis chez moi en train de faire ma vaisselle. Vraiment. Et je reçois un appel. Ah ouais? Je décroche et il me dit ouais, salut, c'est Florent. Mais moi j'ai pas calculé. Au début je reconnais pas Florent. Et là je percute, c'est Florent Pagny qui m'appelle. Le mec, c'est Florent Pagny quoi, tu vois. Et le gars a pensé à demander mon numéro à la prod, à m'appeler, à prendre des nouvelles et on a passé 30-45 minutes au téléphone à discuter. Et après il m'a invité à son concert au Zénith d'Amiens parce que je suis aminois, il passait par Amiens. Et enfin tu vois, j'ai trouvé ça vraiment classe quoi. Et donc on s'est vu à son concert, c'était une tuerie, on a discuté après. Et voilà, et d'ailleurs je lui souhaite beaucoup de force et de courage en ce moment dans l'épreuve qu'il est en train de traverser. Mais franchement c'est vraiment quelqu'un de bien.
c'est ça qui est fou d'ailleurs, c'est qu'il y a une mention de Florent Pagny dans le film. Et tu sais, il y a tout plein de détails qui s'imbriquent comme ça où tu te dis, on dirait c'était écrit quoi. En fait, je me retrouve avec Florent Pagny alors qu'à la base, je voulais même pas faire les All-Stars. À un moment, je leur ai dit non à un moment. Parce que bon voilà, bref, on s'en fout. Mais, et du coup, je le fais. Florent Pagny, c'est le seul à se retourner. On fait l'aventure ensemble, on va en finale ensemble et tout. Ah, c'est fou. C'est drôle quoi. Et voilà. Elsa, oui. Et donc pour en revenir au film et la préparation, donc tu as dû travailler ton côté opéra justement et ta voix. Et du coup sur un tournage de cinéma, c'est très éprouvant. Je voulais savoir comment tu avais conservé ta voix tout le long du film parce que... c'est intelligent comme question. Est-ce que tu as mis une petite écharpe ou je ne sais quoi? Alors non, là, le meilleur allié pour une voix, faut savoir, c'est le sommeil et l'eau. Vraiment... T'as beau faire ce que tu veux, si tu dors pas assez et que tu bois pas assez, t'auras plus de mal à sauvegarder ta santé vocale. Pas souffler dans... non, c'est vraiment la boire. En fait, t'as besoin d'être hydraté, tu vois. Et vraiment, le sommeil, c'est le plus important. Donc c'est vrai que c'était compliqué dans le sens où, faut savoir que moi, j'ai eu la chance d'avoir le rôle mi-février. Et que de mi-février... 2021. 21, oui, pardon. Pendant le tournage, de mi-février jusqu'à fin mars, puisque c'était à fin mars qu'on a fini de tourner toutes les scènes de chant. Pendant un mois et demi, j'ai pris genre 3-4 cours par semaine avec une chanteuse qui s'appelle Caroline Fèvre, qui est chanteuse lyrique et coach vocal. Et donc c'était très intense parce que je devais, en même temps, en l'espace d'un mois et demi, je devais apprendre mon scénario, je devais apprendre à chanter de l'opéra, en sachant que même si j'avais, pendant des années, j'ai une expérience vocale, j'ai touché un peu au lyrique. Enfin, je me suis beaucoup entraîné à chanter dans plein de styles différents. J'avais pas la technique pour pouvoir chanter comme un ténor. Faut savoir qu'à l'opéra, les mecs ils chantent sans micro devant 2000 personnes. Faut faire résonner le son de machin dans les résonateurs du corps. Faut utiliser le diaphragme, positionner le larynx d'une certaine façon. C'est vraiment une technique avec plein de rouages qui, une fois qu'ils sont imbriqués, là la porte elle s'ouvre. Mais c'est vraiment compliqué. Ce qui fait que j'ai bossé d'arrache-pied. Je devais donc apprendre le rôle, apprendre à chanter de l'opéra, tourner. Faire des essais avec d'autres, c'était un bordel pas possible et donc c'est vrai que c'était très fatigant, mais de l'autre côté je suis devenu tellement passionné d'opéra et puis j'étais tellement passionné d'être sur le tournage aussi que tu sais, à un moment il y a un truc où tu sais même pas où t'as les ressources mais tu les as. Ta voix l'a suivi quoi. Mais c'est vrai qu'à des moments c'était difficile parce que j'étais en pleine mutation technique on va dire, tu vois. Ma voix elle était en train de changer. Et c'est vrai que c'était du sport, c'était très intense, d'autant que pour essayer d'apprendre le plus vite possible, même quand j'avais pas cours, tu sais, j'étais dans ma salle de bain sur Paris, tous les jours je m'entraînais à chanter, j'apprenais les paroles des morceaux qu'on devait chanter dans le film. C'était une sacrée expérience. Mais du coup comment j'ai fait, je sais pas. Dormir. De l'eau et dormir. Dès qu'on rentrait de tournage, j'étais KO quoi. J'imagine. Et donc j'essayais de dormir le plus possible. Julia. Mais est-ce que du coup, à un moment donné, avec tout ce que tu viens de dire, t'as eu, comme ton personnage Antoine, le doute d'être à la hauteur peut-être à un moment donné? Tous les jours. T'as douté? Tous les jours. Mais enfin, dans le sens où c'était pas un doute, c'était pas un trac, dans le sens où moi je me sens tellement à la maison sur un plateau. C'est comme si c'est là que je voulais être depuis tout ce temps, tu vois, sur scène ou sur un plateau de cinéma. Et donc, mais c'est vrai que le doute, surtout au niveau du chant, parce que l'acting c'est quelque chose de plus instinctif chez moi, tu vois. Ça veut pas dire que je suis excellent, c'est pas ça que je dis. Le mec instinctif chez moi, c'est un peu inné. Non, c'est un truc, tu sais, il y a des gens ils sont doués pour jouer au foot, il y a des gens qui sont, je sais pas, doués pour dessiner. Moi jouer c'est le truc qui me parle depuis que je suis enfant, tu vois. Ce qui fait que ça, on va dire, ça allait. C'était vraiment au niveau du chant. Il y a des moments, par exemple, il y a une scène très importante dans le film qu'on a enregistrée pendant le tournage. C'est-à-dire que en fait, je suis allé en studio pour enregistrer ce morceau et je sais pas, 2-3 jours après, on a tourné la séquence. Et ce morceau-là, vraiment, je me rappelle, j'ai failli pleurer pendant le studio. C'était dur parce que c'est un morceau très technique. C'est un classique de l'opéra et c'est le morceau que normalement tu prends des années à pouvoir chanter. Et là, le truc, c'est que je devais le chanter en studio parce qu'on tournait le truc dans 3 jours. Ce qui fait qu'il y a des notes dans la prise qu'on a utilisée pour tourner la séquence que j'ai fait en brouillon et que j'ai réenregistré des mois plus tard. Ah oui, d'accord. On était obligé. Mais vraiment, c'est ça qui était difficile, c'est que c'est un morceau tellement technique que vraiment, à des moments, j'ai pas kiffé la séance parce que c'était éprouvant physiquement, vocalement, mentalement, psychologiquement. Tu sais, tu te dis, mais putain, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et puis ça se trouve, c'est de la merde. Et puis ça se trouve, machin, comment on va. Tu vois? C'était très dur. Mais heureusement, j'avais Caroline Fèvre, ma coach vocale, qui était là. Il y avait Raphaël Benoliel, le producteur.
tu vois, j'étais en équipe, j'étais Ouais, entouré, donc ils m'ont dit, ils m'ont boosté. Ouais. Et justement, tu parlais du rapport avec la musique. Qu'est-ce que ta carrière musicale ne t'avait pas permis d'exprimer que le cinéma t'a permis un peu de faire jaillir Je pense que l'avantage du cinéma, c'est que les gens peuvent plus s'attacher à toi émotionnellement et humainement. Ouais. La musique, c'est, on va dire, c'est une œuvre, tu vois. Ouais. Donc, si les gens aiment, enfin, comment expliquer, les gens découvrent ton œuvre, mais ton œuvre, elle te ressemble pas forcément en tout point, tu vois. Et moi, je sais que j'ai un rapport comme ça avec la musique très technique. J'ai du mal à l'expliquer. Je parle pas beaucoup de moi dans mes morceaux. Ouais, d'accord. Justement, c'est un truc que j'essaie de changer avec le temps. Mais ce qui fait que les gens, ce qu'ils connaissent de moi principalement depuis The Voice, ils connaissent ma voix, ils savent que je fais du beatbox, ils savent que voilà, je rappe un peu, ils savent que j'ai un univers musical assez varié, mais ils connaissent pas forcément grand chose de moi au niveau de, je sais pas, de mon humour, de mon jeu, de ce que je peux dégager comme émotion. Ce genre de choses-là, tu vois. Même, c'est bête, mais tu sais, dans un film, quand tu as plusieurs tenues vestimentaires, tu joues un rôle, en fait. Tu es dans plusieurs attitudes et dans des situations. Et je pense que j'ai pu exprimer plein de palettes de ma personnalité à travers ce film, d'autant que le personnage me ressemble beaucoup, ou je ressemble beaucoup au personnage. Donc, je pense que c'est ça, en fait, avec la musique, les gens découvrent l'artiste. Et avec un film, enfin avec Ténor, les gens peut-être découvriront un peu plus l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, celui qui a derrière. Voilà, qui sait. C'est peut-être plus de ce côté-là. C'est marrant parce que alors que c'est un personnage, quasiment, on peut avoir l'impression que c'est une façon de se cacher dans. Moi, je me suis pas caché. Oui, clairement, c'est ça. Pour moi, tu sais, c'est limite. J'ai pas fait ce truc de. T'as beaucoup d'acteurs qui utilisent une méthode, on va dire, de faire la bio du personnage, se créer des souvenirs. On va dire préparer un rôle, tu vois. Mais moi, c'est pas ce qui s'est passé, déjà parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai eu le rôle, genre, un mois après, un mois après, on commençait à tourner, un truc comme ça, tu vois, même pas. Donc, j'ai pas eu le temps, mais surtout, le personnage me ressemble tellement qu'à un moment, avec le réalisateur, Claude Zidi Junior, il me donnait juste des directives, tu vois, de vas-y, là t'es un peu plus street, là t'es blasé, là t'es, je sais pas, tu viens de t'engueuler avec ton frère et machin. Il me donnait des directives comme ça. Et après, moi je jouais la scène, je jouais la situation, tu vois. Et donc c'est pour ça que, voilà, il me ressemble beaucoup, ce personnage. On peut dire, c'est 90% moi, quoi. Quasiment avec un petit peu plus de sensibilité à des moments, tu vois, il est un peu plus. On va dire c'est moi quand j'avais 20 piges, quoi, quand j'étais un peu perdu dans ma vie, quand j'étais beaucoup plus sensible, j'avais plus de mal à gérer mes émotions. C'est plus cet aspect-là, quoi. Julia, Tu es un habitué des conditions du direct, par exemple avec The Voice, toutes les prestations en public, ou alors les battles aussi que tu as pu faire. Mais là, c'est un tout autre exercice, ça n'a rien à voir. Alors comment tu as appréhendé justement ce nouveau... ce côté très différent, et en quoi la pression justement n'est pas la même en fait par rapport au direct. Déjà, on ne peut pas se rater, mais bon. La pression, elle est différente dans le sens où c'est pas du direct. En fait, c'est pas du direct, donc déjà à ce niveau-là, ça soulage beaucoup dans le sens où si la prise est pas bonne, on en refait. On en refait 5, 10, 15 même des fois, tu vois. Donc c'est pas pareil, alors que sur The Voice, t'as beau t'être préparé pendant une semaine. Si sur les 2 minutes où t'es sur le plateau, tu te foires, c'est mort. Ça y est, c'est acté, les gens l'ont vu et il n'y a pas de deuxième chance. Et c'est ça qui est très difficile à encaisser psychologiquement sur The Voice, dans le sens où voilà, t'as pas de deuxième chance, on va dire. Alors que sur le film, voilà, tu peux faire plusieurs prises. Par contre, ce qui est du coup faut vraiment être à fond sur le film, c'est dans le sens où il n'y a pas de deuxième journée pour tourner des prises. C'est-à-dire que s'il y a une scène qui est cruciale, mais qu'à un moment, je sais pas, t'es pas dedans, t'es pas juste, t'oublies il y aura pas de deuxième journée de rattrapage. Et après, en plus, ce qui est aussi un peu plus délicat, c'est dans le sens où il faut faire confiance à son réalisateur, à son monteur, etc. Dans le sens où c'est eux qui vont choisir les prises. Donc toi, s'il y a une prise que tu as fait, t'es pas forcément fan, mais eux, ils choisissent celle-là, il faut ravaler sa fierté et se dire, ils ont choisi cette prise-là, et puis c'est tout. Mais je suis très très fier des prises qu'ils ont choisies. Enfin, j'estime vraiment, je suis fier de ce qu'ils ont
choisi à l'écran et je suis très content du travail qui a été fait, quoi. Donc je peux leur faire confiance de ouf. Je comprends, Elsa. Ouais, parce que comme tu dis, donc la majorité des prises de voix sur le film ont été faites en direct sur le tournage. La majorité, ouais. Est-ce que t'as vu ça un peu, ça t'a stressé? C'était une contrainte technique pour toi ou au contraire c'était un moyen de te mettre encore plus dans la peau de ton personnage, vraiment pouvoir te libérer C'est un peu les deux, dans le sens où il y a un côté très authentique et réaliste du coup, mais de l'autre côté c'est vrai que bon, tu te dis avec du recul, vu que j'ai pas arrêté d'apprendre en fait et de chanter de l'opéra même après le tournage s'est fini en fin avril 2021. Moi ça fait 1 an que tous les jours j'écoute de l'opéra, tous les jours je chante de l'opéra, je suis vraiment devenu passionné, tu vois. Ce qui fait que je vois beaucoup plus mon évolution par rapport à certaines choses que j'ai pu faire sur le plateau. Donc il y a des moments où on a fait de la post-prod, genre j'ai rechanté certaines parties en studio de post-production pour améliorer aussi la qualité vocale de ma presta, quoi. Parce que voilà, l'important c'est que le film soit beau et que la musique sonne bien et que la voix sonne bien. Donc voilà, c'est un peu des deux, tu vois. Ça rend le truc authentique, mais de l'autre côté, des fois, il y a des finitions à faire. Bon, nous, on n'a pas de Monsieur Madame Loiseau, on a Elsa qui a une particularité. J'ai plusieurs particularités aujourd'hui. Moi, je suis HPI, mais pas HPI comme on l'entend, je suis haut potentiel Internet. Parce qu'en 2022, on est sur Internet. On est plus au potentiel intellectuel. Donc en gros, je me prenne sur Internet, je chope des infos dont tout le monde se fout, mais moi, je les aime bien et après, je les raconte. Comme ça les amuse. Donc aujourd'hui, MB14, on te reçoit pour Ténor, film dans lequel tu chantes un peu d'opéra, mais surtout beaucoup d'opéra. Oh, un peu d'opéra, beaucoup d'opéra. Non mais merci Youssoufa pour la rêve quand même. Alors ni une ni deux, j'ai branché mon cerveau en USB et je suis allée à la recherche de quelques informations te concernant. Et déjà le nom MB14, on en parlait, mon côté HPI fait que je suis forcément un peu stalkeuse. Et donc j'ai souhaité savoir pourquoi tu t'appelais MB14. Et grâce à la magie de Google, j'ai appris que MB faisait référence donc à ton prénom et à ton nom. Donc Mohamed Belkir. C'est ça. Et le 14 est dû au fait que c'est ton nombre fétiche, donc un peu à la manière de CR7, KB9, tu t'as appelé MB14. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le PSG l'année prochaine pour remplacer KM7, ça irait bien. Il part Je sais pas, on verra. On sait pas trop. Elle a des infos qu'on n'a pas. Mais elle est dans les bureaux, t'inquiète. C'est ça, Mais au sujet de ce nombre 14, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors, je suis tombée sur un site de voyance un peu obscur qui s'intitule Nombre des anges, qui m'expliquait un peu la signification du nombre 14. Et j'ai souhaité voir si les définitions pouvaient s'appliquer à ta vie. Donc voici. Tu vas nous dire. En plus, je suis ouvert à ces trucs-là. Alors, genre l'astrologie. Tu nous parlais de Gémeaux tout à l'heure avec Michel Larocque. Par le biais du nombre angélique 14, vos anges gardiens vous incitent à agir de manière sage et prudente. Ils vous disent que vous allez réussir dans les affaires, dans le domaine financier et dans votre vie en général. Débuter par des projets réalistes qui peuvent apporter des privilèges sur le long terme et un succès dans le futur. C'est pas trop mal. Il n'y a pas beaucoup d'artistique par contre. Ça. J'espère que ça sera... Bah oui, parce que finalement, MB14, tu as un peu posé tes pierres comme ça de manière minutieuse pour former une pyramide solide. Tu t'es imposé dans le monde du beatbox où tu as notamment été champion du monde par équipe avec Berry Wham. Exactement. Et aussi, tu es ultra connu pour ta Loop Station, donc OGBB notamment. Puis tu es entré dans une autre dimension avec The Voice où tu as été finaliste. Et enfin, te voilà au cinéma bientôt sur tous les écrans avec Ténor. Et tel un peu un morceau sur une Loop Station qui se construit son par son, tu construis ta vie étape par étape. C'est beau ça. Alors c'est poétique. Hâte que tu lâches le drop. Elle ne rigole pas. Donc après avoir étudié ton nom, ton prénom, tout ça, je me suis dit quelles sont ces inspirations artistiques. Donc j'ai un peu, j'ai fait des recherches. Et du côté de la musique, à en croire tes dires, tu aimerais beaucoup faire un feat avec Nekfeu. Ah ouais. Donc on attend. Après, je suis pas sûr du tout que lui, ce serait réciproque de son côté. Mais c'est vrai que c'est un de mes artistes. Mais il a fait du cinéma aussi. Oui, sur Qui nous sépare avec Deneuve et Nicolas Duvauchel aussi. Et du côté du cinéma, ton film préféré est Forrest Gump. Oh, comment tu sais ça? Mais on a des infos exclusives. Et donc j'espère que les personnes courront aussi vite au cinéma pour aller voir Ténor que le fait Forrest dans le film. Merci Elsa, elle est très forte Elsa. Bravo Elsa. Franchement, écoute, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce que tu dis. Je peux rajouter parmi les artistes, c'est vrai que Nekfeu, voilà, ça y a rien à dire. J'aimerais beaucoup aussi Gims. Franchement, Gims, c'est vraiment un de mes artistes préférés aussi. Lui aussi, l'opéra, pour le coup. C'est en ça où je me reconnais beaucoup en lui, c'est que le mec, il est dans le rap et il peut découper n'importe quel instru en rap. Ouais. Et puis de toute façon, sa carrière, elle est plus à présenter. Tu as vu tout ce qu'il a fait, que ce soit en solo, avec la section, dans les duos, etc. Et pourtant, il a une voix, le mec.
C'est impressionnant, vraiment. Moi, j'ai beaucoup écouté ce qu'il fait. Et si, admettons, demain, il décidait de tout plaquer et de devenir chanteur d'opéra, en quelques années, ça deviendrait un des plus grands chanteurs du monde. Quelques années, il fait un feat avec Roberto Alagna. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que Gims, il a un don pour ça. Je sais pas, c'est le Dieu qui a mis sa main sur lui. Après, il vient d'une famille de chanteurs aussi. Je pense qu'il y a une vraie transmission génétique. Son père est chanteur, apparemment son grand-père aussi et tout. Mais vraiment, c'est que le mec, il est autant doué en chant que en rap. C'est fou. Et moi, j'adore ce côté un peu caméléon chez les artistes, tu vois. Tu vois, moi, j'aime bien aussi, par exemple, un mec comme Alexandre Astier. J'aime bien comment le gars, il peut être acteur, musicien et réalisateur. Et tu sais, le mec il a touche à tout, tu vois. Moi, les artistes comme ça m'inspire beaucoup. Et voilà. Sinon, écoute, la description du chiffre 14, là. J'espère que pour l'instant tout se passe bien. Mais on verra, rien n'est fait. Une carrière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et ça, c'est un truc que j'ai fini par comprendre. C'est à entretenir aussi, surtout. C'est ça. Il faut tous les jours se remettre en question. Exactement. Lui, Forrest Gump, par contre. C'est que du hasard, c'est la chance. Tu sais, c'est le mec, il a une chance, mais. Incroyable, quoi. C'est ça. Ce film-là que t'aimes, c'est un des premiers films que t'as aimé et figure-toi que c'est le film dont j'ai le plus lointain souvenir. Je crois que c'est le premier film dont j'ai un souvenir dans ma tête. Ah oui, d'accord. C'est à ce niveau-là. Enfin, il y a des vieux films, genre, je me souviens, je sais pas, je devais avoir peut-être 3 ans, 4 ans. Tu sais, genre le Jumanji, Forrest Gump. Il y a des films comme ça où j'ai des vagues réminiscences, des images comme ça dans la tête. Mais oui, Forrest Gump, clairement, c'est un de mes films cultes. Tom Hanks, c'est un de mes acteurs préférés. L'histoire, je la trouve trop belle. La musique, je sais pas, c'est un film, j'ai dû le regarder des dizaines et des dizaines de fois. En anglais, en français, enfin, tu sais, je connais les répliques, je connais des répliques par cœur. Enfin, c'est vraiment. Mais ça marche bien avec Ténor, parce qu'il dépasse les limites. En fait, c'est ça, c'est dépasser ce qu'on peut attendre de quelqu'un. Forrest Gump. C'est vrai qu'en plus, au début, tout le monde croit pas forcément en lui. C'est un peu, il a un QI très, très bas par rapport à la moyenne, et du coup, les gens ils se disent, tu vas jamais y arriver. Et c'est celui qui y arrive le plus de tous les gens qu'il rencontre dans sa vie. Il meurt, il finit handicapé et tout, et puis lui, il fait sa route. Il vit 1000 vies, il transcende tout en fait. Et c'est un peu un conte pour moi aussi, Ténor, à ce niveau-là. C'est tellement improbable ce qui lui arrive. Et en plus, ce qui est très bien dans Ténor, c'est que des fois, on a déjà vu des films où tout est un peu facile, et c'est pas facile dans Ténor, justement. La façon dont les choses se goupillent, il y a un mélange de hasard et un mélange en même temps de ça se fait pas, c'est pas forcément évident, notamment la rencontre de ton personnage avec Michel Larocque est pas facile. Il y a d'ailleurs une blague qui m'a beaucoup fait sur les applications de rencontre. Je ne l'aurais pas, mais moi j'aime beaucoup. Et encore, pour avoir vécu le trajet d'apprendre à chanter, que ce soit l'opéra ou autre, c'est vrai que dans la réalité, c'est même encore plus long et difficile que ça n'y paraît dans le film. Forcément, c'est un film aussi, tu vois, tu peux pas faire un film de 4 heures pour raconter, mais c'est vrai que c'est un long chemin. Mais ce qui est fou, c'est donc ton personnage dans le film, il est coincé entre 2 univers. Du coup, il y a l'univers de la banlieue aussi, il fait des battles de rap, et l'univers de l'opéra qui est un peu celle qu'on imagine, les idées reçues sont plutôt celles de la haute sphère. Et puis, c'est pas que des idées reçues, puisqu'effectivement, c'est pas forcément facile de faire ou d'aller à l'opéra. Qu'est-ce qui, toi... Ça dépend, hein, tu sais que en fait, ça, c'est aussi une idée reçue. Hein. En vrai, moi, par exemple, c'est tout bête, mais je me suis inscrit au conservatoire à Amiens en 2012. Genre, j'ai fait une audition parce que je voulais apprendre à chanter, mais j'étais déjà passionné de musique classique et de chant lyrique et tout, donc je voulais apprendre à chanter. Et j'ai passé l'audition, j'ai eu la chance d'être pris. Et par rapport aux tarifs, faut savoir que les conservatoires et les opéras, déjà quand on veut devenir élève, ils ont des tarifs selon les tranches de revenus de chaque famille. Donc croire que l'opéra c'est un monde élitiste, non, c'est pas ça. C'est sûr, c'est juste que sociologiquement il y a beaucoup plus de gens aisés parce qu'il y a beaucoup plus de gens dans ces catégories sociales-là qui initient leurs enfants à la musique, qui leur achètent, tu sais, acheter un violon, un piano, ça coûte de l'argent. Mais en vrai, Roberto Alagna, meilleur exemple, il est né à Clichy-sous-Bois, famille d'immigrés italiens, son père est maçon, donc rien à voir avec tout ça, mais il avait des ténors dans sa famille. Et il a fait une audition pour la classe libre de l'Opéra de Paris, donc c'est une classe qui prenait gratuitement des élèves sur dossier, enfin sur candidature, sur audition, il a été pris. Et voilà, et même pour aller voir des opéras aujourd'hui,
t'as des tarifs qui sont selon où t'es placé. Si t'as selon tes revenus, tu peux aussi aller voir des opéras pour pas trop cher. Donc se dire il faut absolument payer 200 balles pour une place d'opéra, c'est faux aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est faux. Et aussi, on peut voir aussi, il y a des retranscriptions au cinéma justement qui mêlent le cinéma. On peut voir Viva l'Opéra du GC, on voit tout le temps la pub. On salue cet homme-là. Et même aujourd'hui, c'est bête, mais sur YouTube, t'as des opéras complets gratuits. Tu vois, moi des fois je m'endors avec, je sais pas, des opéras Tosca, des trucs comme ça. Tu vois, c'est tout. Aujourd'hui, avec la chance qu'on a d'avoir Internet et les médias, etc., on n'a plus d'excuses pour ne pas s'intéresser à un domaine ou un sujet. Tu peux tout apprendre gratuitement, tu peux tout consulter gratuitement ou en payant un petit peu sur Internet, quoi. Voilà. Confirmé par Elsa, la HPI. Oui, tout à fait. Ah ouais, non, mais c'est vrai, tu vois. Et justement, du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé, toi, qu'est-ce qui t'a stimulé dans le paradoxe que vit le personnage, du coup, entre ce tiraillement entre ses origines et ce à quoi il aspire? Bah, moi, clairement, il y a beaucoup de correspondance entre le parcours d'Antoine et son milieu et le mien. Moi, je viens d'une famille très très modeste où il n'y a pas forcément, on pense pas forcément à faire de l'opéra, à faire de la musique, à devenir acteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre monde, on va dire, tu vois. Et du coup, c'est vrai que mes parents, ils ont une vie très très difficile dans leur vie. Et leurs parents aussi, tu vois. Mais en gros, je suis d'origine algérienne et portugaise, donc j'ai mes grands-parents des deux côtés qui sont venus en France dans les années 60-70, dans des conditions difficiles, et ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc c'était un peu compliqué. Et donc mes parents, ils ont vécu dans ce truc-là où la vie c'est dur, il faut gagner de l'argent, le taf c'est chaud, tu vois, la vie c'est dur. Donc il faut que tu te sécurises, il faut que tu fasses des études parce que sinon tu vas le regretter toute ta vie. Parce que mes parents, ils ont vraiment une vie compliquée. Et du coup, forcément au début j'étais tiraillé dans ce truc-là entre mais moi je m'en fous de faire un taf alimentaire qui va pas me plaire juste pour... Moi ce que j'ai envie de faire c'est de la musique. Et tu sais, limite j'étais dans ce truc où on a la chance en France d'avoir la bourse avec les études. Donc j'ai essayé de faire des études, j'ai essayé à moitié, tu vois. Donc c'était une planque en fait. C'était genre vas-y, je vais toucher la bourse, je vais essayer de m'intéresser à un sujet en attendant de voir. Un peu comme le personnage du coup. Ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est pour ça que je me reconnais beaucoup là-dedans. J'ai vivoté, tu sais, j'ai fait un peu de droit, j'ai été défaillant, j'ai testé un IUT gestion, j'ai fait 2 heures. J'ai testé un rapide. Ouais, mais je te jure, je suis arrivé à 10h, j'ai fait la pré-rentrée, j'ai vu les matières qu'ils allaient nous apprendre. À midi, je suis parti. D'accord. Et je suis revenu pour donner ma lettre de démission. J'ai testé un BTS assistant manager, j'ai fait 3 jours. Pareil, je dis mais j'ai rien à foutre là en fait. Moi. Je suis parti en psycho, j'ai fait 1 an et demi. C'était un peu plus. Incroyable. J'ai même pas un DUG de psycho. Et du coup, j'ai essayé plein de trucs, mais non, ce qui revenait à chaque fois, c'est que moi, je voulais faire de la musique et du cinéma, je veux dire, mais la musique, c'était plus présent à ce moment-là. Et donc, ce côté où les parents ils disent fais des études, sécurise ta vie et tout, et puis moi, mais je m'en fous, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du beatbox. T'es obligé à un moment si t'y crois pas, toi, y a pas beaucoup de gens qui vont y croire autour de toi, quoi. Donc, c'est vraiment moi, c'est parce que je suis un grand rêveur et je suis dans mon game, quoi, tu vois. Ça a marché comme quoi. J'ai eu la chance aussi qu'il y a des gens qui aient cru avec moi aussi, tu vois, qui m'aient donné des opportunités, qui m'aient programmé sur des concerts. J'ai eu des groupes aussi, des groupes qui ont cru en moi. C'est encore une fois, on n'est rien sans des mains tendues et sans des gens qui te donnent des boosts comme dans Mario Kart, tu vois. Non mais c'est ça en vrai. Sinon tu finis pas à la course, tu vois. Mais voilà. Julien, est-ce qu'avec du coup tout le talent du monde, on peut facilement réussir dans le milieu artistique en venant d'un milieu défavorisé, ou ça reste quand même une illusion? C'est pas une question de milieu défavorisé pour moi. C'est une question de mental, je pense. Avec le recul maintenant, je me rends compte. Tu peux avoir un talent de ouf, mais si tu n'as pas la détermination, l'éthique de travail, la remise en question, la concentration, l'intelligence de pas t'entourer de gens nocifs. Il y a tout plein d'autres enjeux, tu sais, le fait juste d'être aussi quelqu'un de bien, d'essayer d'être une bonne personne, parce que t'as beau être très talentueux, si tu manques de respect aux gens, si t'es hautain, si tu fais des crasses aux gens, si t'as pas cette intelligence sociale là, c'est les gens qui vont t'amener là où tu dois aller. Et vraiment, plus je grandis, plus je me rends compte qu'en fait on n'est rien sans les autres, rien du tout. Tu vois, c'est tout bête, mais ok, là je fais un film. Je fais un film, putain, je suis acteur. Si on me prend pas sur ce film, s'il y a pas Raphaël Benoliel qui me pousse pour faire ce film, Claude Zidi aussi, si jamais je fais pas The Voice, il me trouve pas. S'il y a pas des gens qui se battent pour que je fasse The Voice, s'il y a pas un mec qui parle à l'équipe de The Voice de mon profil, un mec qui s'appelle Antoine d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai un pote à moi, il s'appelle Antoine, il est musicien, et c'est lui qui a parlé à l'équipe de The Voice de moi. C'est fou. Donc c'est eux qui sont venus me chercher. Ouais, c'est un truc de ouf. Et tu vois, c'est à chaque fois ça en fait. Sans les autres, si tu donnes pas envie aux gens de t'aider, ils t'aideront pas. Et s'ils t'aident pas,
tu pourras pas y arriver, même si t'es le plus talentueux du monde. À un moment, tu as besoin du soutien des autres, tu as besoin de savoir te remettre en question aussi, savoir là où t'es pas bon pour progresser, là où tu travailles peut-être pas assez, là où t'es peut-être pas assez rigoureux, là où t'es peut-être pas assez curieux. Enfin, il y a trop de facteurs qui sont indépendants de juste est-ce que tu as une belle voix ou pas. C'est tout le reste qui va vraiment déterminer ta réussite et le fait de pouvoir rentrer dans des choses de plus en plus ambitieuses, quoi. Elsa. Ouais, bah, c'est parce que là tu parles vraiment de cette rage de vaincre, mais c'est vrai que dans le film donc on voit l'impact des inégalités sociales. Donc par exemple ton personnage doit travailler pendant que ses autres camarades du cours de chant, bah, ils pourraient répéter pendant ce temps-là. Justement par rapport à cette rage de vaincre quand on vient d'un milieu voilà, pas défavorisé comme tu as dit. Ouais, tu peux le dire. Non mais moins connu. Humblement je m'en fous, je suis pas là, j'ai souffert, mais voilà. C'est vrai que voilà. Comment est-ce que justement on passe le côté désespoir un peu de se dire merde, je vois que on n'est pas sur les mêmes chances pour arriver à cette rage, passer ce désespoir pour vraiment cette motivation. Alors ça, je pense encore une fois, c'est peut-être pas forcément. Enfin, si le milieu conditionne certaines choses, moi j'ai vécu des expériences enfants qui m'ont encore plus donné envie de réussir. Ouais. Maintenant, je pense que c'est surtout une question de. Je sais pas, c'est peut-être ma personnalité, peut-être je suis un peu mégalo, je sais pas. Non, mais en tout cas, c'est vrai que depuis que je suis petit, j'ai toujours été très ambitieux dans le sens où j'ai toujours rêvé de grandes choses. Tu vois, il y a des gens qui ont pas forcément autant d'ambition, qui ont pas forcément envie d'être dans la lumière, au cinéma, sur scène. Tu vois ce que je veux dire, d'avoir un espèce de voilà, une ambition. Il y a des gens qui aussi cherchent une vie simple avec tu vois, un taf, une vie de famille, quelque chose de routine, un équilibre de vie. Et je sais que si j'avais ça, je pense que je serais pas épanoui. J'aurais l'impression que ma vie n'est pas assez trépidante, tu vois. Mais c'est pas, je dénigre pas, attention. C'est vraiment des parcours de vie différents. Tu sais, c'est comme t'as des gens, ils aiment prendre un sac à dos et partir en voyage. Comme ça, à pied, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc à l'intérieur, peut-être une envie de découverte, une envie de bouffer le monde, une envie de plus que soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est indépendant, même si ça peut être favorisé par le milieu et par le parcours de vie, c'est un truc qui est en soi. Ça dépend des gens. Et moi, je sais que j'ai toujours été très curieux, en plus, toujours à poser des questions, genre pourquoi ça, pourquoi comprendre les choses et tout, tu vois. Et donc voilà, donc pour te répondre, je pense que ça donne encore plus en envie, mais c'est un truc qui est en moi, quoi. Okay. Je pense. C'est un premier rôle au cinéma. En tout cas, j'aime beaucoup vos questions. C'est gentil. Franchement, je suis trop content d'être avec vous là aujourd'hui. Nous, ça nous fait trop plaisir. C'est le genre de discussion que j'adore. En plus, je suis bavard de ouf en plus. C'est trop cool, mais ce qu'on tente, c'est de pas poser les questions basiques, quoi, et de justement tenter un peu de creuser. Donc, trop chaud, ça nous fait trop plaisir. Elsa, je sais pas si tu avais d'ailleurs une autre question. Mais oui, parce que du coup, j'avais mes questions un peu politiques par rapport au. Elsa adore. HPI et questions politiques. Parce que c'est vrai, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose que le film met bien en avant, c'est encore une fois par rapport à cette différence des classes et tout, c'est que Didier, donc en fait il y a une dichotomie entre Antoine et Didier. C'est marrant, je pensais à ce mot-là. T'as utilisé le mot dichotomie, connexion des mots. Alors, donc Didier qui joue le. T'es pas Gémeaux, non? Non. T'es Scorpion? Non, je suis Poisson, figurez-vous. Le personnage de ton frère, et en fait Didier, on voit qu'il a dû endosser les responsabilités pour s'occuper un peu de sa famille, ce qui fait que lui personnellement il a peut-être dû mettre de côté ses rêves en fait à lui. Et c'est comme si ton personnage. C'est vrai qu'on sait pas trop de quoi il rêve dans sa vie. Oui. C'est comme si ton personnage, le fait qu'il puisse réaliser son rêve, c'était un peu au détriment du rêve de Didier. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit un peu peut-être le privilège social qui est que dans les classes un peu plus défavorisées, il y en a qu'un qui peut passer, tandis que dans les classes où le milieu est plus aisé, tous ont les mêmes chances dans la fratrie, par exemple. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un conditionnement pour que ton personnage, ils soit un peu poussé dans cette banlieue. C'était lui, quoi. Ça dépend comment tu le vois, parce qu'en fait, il paraît que c'est le fait d'être dans l'inconfort qui crée la croissance chez l'humain. Donc au final, quelqu'un qui est dans une famille aisée, qui n'a pas forcément dû se battre pour se sentir exister ou pour avoir de l'argent ou pour machin, peut-être qu'il a moins de chance en fait parce qu'il a moins de conditions qui vont le pousser à être. Tu vois, donc au final, je sais pas si c'est réel, je sais pas si c'est réel ce que tu dis, dans le sens, je saurais pas dire, ça dépend de tellement de choses. T'as plein de footballeurs qui viennent des quartiers, viennent de familles pas très aisées et aujourd'hui sont multimillionnaires. De l'autre côté, t'as des gens qui sont dans des familles aisées mais qui vivent dans l'ombre et dans les transferts de leurs parents. Je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois avocat. Au final, ok, ils deviennent médecins ou avocats mais ils sont pas heureux. Est-ce que la réussite elle est professionnelle ou spirituelle? Il y a tellement de questionnements que le fait d'avoir de l'argent, certes, ça aide, ça donne des moyens, mais c'est pas du tout un garant de réussite, je pense, personnelle ou professionnelle ou artistique. Justement, t'as aussi des gens, malheureusement, ils vivent dans l'ombre du nom de leurs parents. Tu vois, c'est bête, mais
je sais pas comment expliquer, t'as des acteurs peut-être comme ça qui sont le fils d'eux, on dit, Oui, c'est ça, mais oui, peut-être que justement ils seront toujours le fils d'eux. Ouais, et c'est c'est encore ça. plus dur pour eux de dépasser ça. Donc au final, c'est peut-être plus dur pour eux que de dépasser, que d'arriver en page vierge. Ouais, bien Tu sûr. vois, il y a trop de, il y a pas de réponse. Je pense que ça dépend toujours des contextes et il y a beaucoup plus de nuances que ça, quoi. Je pense. Et non, ce que je voulais te demander aussi, c'est que du coup, c'est ton premier rôle au cinéma qui est très impressionnant. T'as d'autres projets déjà de Merci. cinéma ou pas? J'aimerais beaucoup, franchement. Non, mais c'est pas moi qui décide. Mais oui, vraiment mais, ça. non, oui, non. clairement, c'est ce que j'ai envie de faire, moi. Félicitations, je rappelle Merci. donc que le film sort en salle le 4 mai, mais restez avec nous car on va quand même se mettre au défi dans un blind test. On va tenter de faire remporter aux auditeurs 5 fois 2 places pour Ténor. Vous pouvez piocher parmi tous les auditeurs qui ont participé sur les réseaux sociaux. T'en prends 2, chacun en prend 2 et vous allez vous allez représenter 2 personnes qui pourraient gagner chacun 2 places. Et il y a du coup une personne qui ne gagnera pas sur le blind test. J'en ai 2. Voilà, super, vas-y, tu peux nous dire leur nom. Alors on a Lucie MGUT, voilà. Ouais. Et on a Ruth Sabah. Ruth, ça va très Ruth bien. Sabah. Julia, qui as-tu? J'ai Mantes Mantes, très bien. Et Alexandre Noiret. Moi j'ai Caro Foussard et un nom que Julien aime beaucoup, j'ai Babette 74 il y a 74. Babette qui est représentée. Babette. Pour toi, ça va être donc aujourd'hui un blind test avec des musiques cultes de films remixées. Attention, Ok, et vas-y. donc elles ont été réinventées. Parfois c'est des covers, parfois des remixes. Il faut deviner, bon pas qui l'a remixé, c'est pas évident, mais en tout cas le titre du film. Vous me dites G quand vous avez la bonne réponse. C'est des musiques et des chansons cultes. Ok. Allons-y directement. Écoutez, si c'est bon pour vous, on va avec celui-là. Ah, c'est Skyfall. Ah oui, deux microsecondes. Exactement, version, justement, En fait, on n'a jamais fait ça avec un musicien, on va se faire des Remets-nous la musique. C'était facile, là. C'était facile quand même. Remets-nous la musique. This is the end. Ouais. Ah ouais, bien joué, hein, la rapide. Elle est bien là. Il reconnaît les notes. Ouais, c'est ça. Belle chose. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors bon, on va voir si t'es aussi efficace avec celui-là. Qu'est-ce que vous voyez? Vous l'avez pas encore pour l'instant? Juste une petite question, du coup, là, c'est les paroles. C'est du rap, je ou pense. le- C'est un ou morceau de l'air rap, ça. à deviner. Enfin, C'est le titre du film, ça a toujours oui, été ça. non, non, Tu ouais, vois, ouais, elle a non, fait non. pas l'émission, elle Mais connaît non, pas les c'est pas ma règles. question, On peut c'est le pas ma on question. peut le revoir ou pas? Ah oui, bien sûr. Là, alors, ce qui est déformé. Ok, d'accord. J'ai. Vas-y. Ah oui, ça va. Bon, en plus, il vient de dire Mister Aladdin. Ah, bon, entendu. Moi j'ai entendu. J'ai cru que c'était un Ah mais pro. ça l'envoie loin, ça qui est complexe, c'est que ça change. reprise de ouf. Ah bah c'est Ryan Wednesday. Ah bah il est Ryan mercredi en français. Si ça avait été la version française, ça aurait été peut-être plus facile. Ah oui, j'imagine. ça aurait C'était- été, ouais. C'est un cover rock, du coup version rock. C'est rock. Ah bon, Ouais, c'est rock. ça. Oui, moi C'est du rock. je m'y connais pas, donc en vrai, moi j'ai appris. C'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de guitare électrique. Ah oui, c'est un bon indice, effectivement. On y va avec le suivant. Ah, Bambino. Ah oui. Ouais, ça. Et du coup, ouais, c'est exactement. J'attendais les paroles. Alors oui, il n'y a pas forcément de paroles. Hein. Des fois, c'est juste la musique. Ça, c'est bien ça. Ouais, c'est sur 17. C'est qu'on se culte quand même de Bambino. Ouais. Bon, on est pour l'instant à Elle 2. était pas mal là, la reprise. Hein. Elle J'étais dedans, était là. sympa. On est comme. Trappe un peu. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Trap Remix. Ah oui, là, ça partait. 2 points de B, 1 pour Elsa, 0 pour Julia. On continue avec celui-là. Ah bah, Ouais, ça bug. bah, j'ai. Ouais. Non, c'est pas James Bond, non. Ah bah, Je vais remettre. ah, j'ai. Julia. Avengers. Avengers, bravo. exactement. Ah, je connais pas. Enfin, j'ai vu Avengers, Ouais. mais je connais pas du tout le Le générique. thème, oui, c'est ça. Ouais. bah, Ouais, c'est le thème de toute la franchise, enfin. Ouais, De... Je crois que j'en ai vu un Ah d'Avengers. oui, ah oui, ça Mais fait pas Julien, son beaucoup, là. crush c'était Ou deux. Thanos alors. Ah ouais, sacré crush. Hein. Waouh. Faut être déter quand même. Hein. Thanos quoi. La tête Elsa, du elle gars. invente Tu sais des que t'es trucs venu en avec la pleine couleur émission. de Thanos. Le gars, non mais le gars il détruit des planètes quand même. Oui, c'est ça, Ouais, bah un oui, claquement bah, de doigts. On a les croches qu'on peut, hein, écoute. On continue. Merci de m'inventer. Ça, c'est à cause d'Elsa, quoi. Crush comme ça. Allons-y avec celui-là. Ah,
Interstellar. Interstellar, exactement, c'est la remontada En fait, de mais je Julia. sais pourquoi celui-là, parce que je le joue au piano et donc j'ai tu reconnu. reconnais, J'ai reconnu. Là, vous pouvez reconnaître, Léo, elle est... Quel est l'instrument? Parce que j'aime beaucoup cet instrument. Ça, ça m'a l'air d'être soit du oud, soit de la mandoline ou de guitare. Oui, c'est ah bah c'est du oud, exactement, voilà. Ouais, c'est sympa. C'est celle qu'ils utilisent dans Bambino. Et oui, ah oui, C'est bah un oui. oud. Ah, c'est un oud. Ah d'accord. Je crois, ok. mandoline Non, c'est ou une oud. mandoline. Je crois que c'est une mandoline. On a mandoline ou oud, je sais pas. Je ne sais pas. On va vérifier quand même cette information. On y va maintenant avec celui-là. Ah, c'est le Parla più piano. Exactement. Du Et donc Parrain. dans quel film? Le Parrain. Exactement. 3e point pour toi. Et Roberto Alagna l'avait repris aussi d'ailleurs. Oui, Roberto et même beaucoup de chanteurs lyriques, c'est une chanson Jonas culte, Kaufmann, voilà, et beaucoup, c'est un air culte. Ouais, mais elle est très jolie, c'est Ah, une très magnifique. belle musique. 3 pour MB, Juliette à 2 points, 1 pour Elsa. Attention Elsa, des fois au dernier moment, Ah ouais, démarre fort, faut se méfier. les chevaux là. Ne vous reposez Non, pas sur vos je veux lauriers. le trophée. Je veux le trophée, je veux gagner le chocolat magique. On y va avec celui-là maintenant. Elsa. C'est le roi lion. Exactement. Et j'ai une question. Est-ce que c'est du rock ça ou pas? Ça, c'est rock californien, un peu, tu sais, à la Ah ouais 141. Ah bah C'est ouais. la Simple Plan là, un Ouais, peu. oui. tu vois. Tu sais, années 2000, enfin fin 90, Ouais, début 2000. Ah oui, c'est Ça, possible. ça ressemble vachement à ça, tu vois. Ouais, oui, bah oui. Tu mais vois, c'est- tu vois le générique de Malcolm. Ouais, Ah oui, c'est vrai, oui, ça fait Ça. tout générique de Les chansons Malcolm. des frères Scott, tout ça. Là, on est à 3 pour toi et 2 égalité, Ah ouais. Julia et Elsa. Les 14, stress il est se fait devant la sentir. Je vais me venger du crush imaginaire de Thanos. Thanos, elle va se transformer en Thanos. Elle va tout tu sais. Elle va claquer des doigts, Elsa, elle va disparaître là. Fais Hein, gaffe, comprendre. fais gaffe. Tu sais, les points qui défilent, qui s'arrêtent jamais, 1 million de points et tout. On y va maintenant avec celui-là. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse and there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Ah bah ouais, bah voilà, bah c'est Where is my mind? Non, mais oui, mais moi j'ai. Est-ce que c'est le film J'ai un. Ah, vas-y, Mais Julia. je te laisse une petite minute. J'ai le droit de deviner. Parce que Ah bah, je tu sais peux pas te- ce que c'est, mais je vais lancer un tu sais pas chiffre. dans Je quel- l'ai, donc si jamais. Un film américain. Ouais. Alors, on peut dire ça, mais est-ce que tu. Oh là, peut-être beaucoup là. Non, Bon, ça va, il y a ouais, quand même beaucoup de films américains, Julia, si je me permets. Non, je sais pas. Tente-en un. Je Bon, sais pas. vas-y, Bon, Julia. Je veux dire Oui. Fight Club. Fight Club, exactement. Oh. C'est la séquence de fin. Et d'ailleurs, c'est grâce à Fight Club que après la chanson est un peu remontée. C'est vrai Ouais, après Ouais, ça a t'es- eu. Ah, ça a on eu place en tellement même de temps succès. des petites anecdotes sur Voilà, le cinéma. c'est le nouveau Écoutez. blind test. Là, Julia, tu viens de rattraper MA14 avec 3 points chacun. Ah, Elsa est à C'était 2 juste pour points. Elsa. Je voulais juste C'est battre très Elsa. moi. Je serré. vais siphonner là, putain. On regarde. continue, il en reste 2. L'avant-dernier, c'est celui-là. La Reine des Neiges. Non, c'est Non. pas. Ouais, j'y pensais aussi. Mais je comprends pourquoi tu peux dire ça. La La L'étrange Land. Noël de Monsieur Jack. Exactement, c'est l'étrange Noël de Monsieur Oh, Jack. trois- C'est que trois partout. vois-je. 3 partout. Oh là là. On est au dernier. Le dernier, c'est celui-là. L'amour sans les pluies, c'est nous. Amour, m'a rendu fou. Je teste. Vas-y. Je teste la môme. C'est pas la môme, non. Non, c'est pas ça, je le remets. Il y a autre chose qui va vous aider là. Ça y est. Vas-y. Non, je dis ça y est. Mary Poppins. C'est pas non plus Mary Poppins. pas. Ça, non. il y avait l'air, ouais. Vous allez voir là, ça peut vous aider. Préparez votre pâte dans Ça y est. Ratatouille. Non, c'est pas. c'est- Non, Ratatouille. les Aristochats. Tu sais, le mec. C'est. Julia. Vas-y, Elsa. Non, vas-y, dis d'abord. Podane. Oui, c'est Podane. C'est Podane qui rapporte un quatrième point. Ah non, là, c'est. Elle a refait. Elle a Mais fait la surtout, remontada. ah oui, c'est ça. Mais surtout, c'est pas Podane par n'importe qui, c'est Podane par Mary Hopper, qui est donc. Mais je me disais, son cette voix, acolyte bah ouais. de ténor. J'ai qui joue reconnu aussi la. dans Enfin, Ténor. j'étais pas sûr, mais je me disais. Ah oui. J'ai Ah, pensé tout à est- elle en fait. Tout est calculé ici. Hein. Ah oui, là c'est ça, là. exactement. T'es un Illuminati, Mais- toi. Ah, exactement. Moi, j'ai fait. Formation 33e degré. On pourrait retrouver des indices de théorie du complot dans cette émission. Ah, c'est Elsa, donc tu remportes. Bon, dégoûtée,
dégoûté. MB, on va te faire remporter aussi. Mais non, mais il y a 5 places, donc on va te faire remporter tes deux, Elsa aussi, et moi je vais en tirer. Et Julia, vas-y, je vais t'en tirer un des deux au hasard qui remportera 2 places aussi, puisqu'on a 5 fois 2 places. Vas-y, c'est celui-là qui remporte. T'as vu ça, comment elle est remontée? Elle a 10 pots d'âme. Elle a une efficacité, Elsa, au dernier moment. Barça va me recruter, je crois. T'es un dieu, J'aurais bien besoin de quelqu'un en ce moment. Alors qui remporte rapidement? Alexandre Noiret. Alexandre pour toi. Mais non, Alex, je le connais pas. C'est mon pote. Babel 74 et Caro Foussard. Ça va être une théorie du complot avec ça. Les gens vont croire que c'est. Et toi, du coup, qui as-tu fait remporter aussi? Ah, j'en reprends deux là? Non, ceux que t'as fait remporter. C'était Ruth Sabat. Ouais. Et Lucie. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Franchement, c'était un plaisir. Ah bah, grand plaisir pour nous. Merci à tous les auditeurs. Et oui, merci donc oui, effectivement aux auditeurs qui nous écoutent. Merci à Thibaut qui réalise cet épisode, à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production. Merci aussi à Studio Canal qui vous a offert ses places pour aller voir donc Ténor. Ouais. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube aussi sur les différentes plateformes de podcast. Et puis voilà, on se retrouve donc lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bien, allez au cinéma.